Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE. Aujourd'hui, dernière des 5 vidéos consacrées aux archétypes créés ou développés par les cartes du dernier cycle, les clés écarlates. Donc aujourd'hui l'archétype survivant, à savoir la diminution de difficulté, et même la diminution de difficulté ça existait déjà depuis quelque temps, ça a été continué, amplifié, je sais pas comment dire, et en plus se sont rajoutées 2 cartes, que je me trompe pas, 2 cartes qui vous avantagent si vous arrivez à diminuer la difficulté jusqu'à 0. Voilà les cartes qui mentionnent la difficulté. Alors attention parce que certaines mentionnent une diminution de difficulté, d'autres un écart de difficulté. Donc on parlera pas de toutes ces cartes. Comme d'habitude, dans un premier temps, gestion des ennemis, dans un deuxième temps, gain d'indices, et voilà. J'ai rien trouvé qui fasse de l'économie, j'ai rien trouvé qui fasse de la gestion du deck de rencontre. J'espère que j'ai rien oublié. Donc gestion des ennemis, puis gain d'indices, puis les 3 investigateurs pour lesquels c'est particulièrement intéressant de faire ça. Alors l'archétype, il y a pas grand chose à en dire. Si vous diminuez la difficulté des tests que vous avez à faire, vous avez plus de chances de réussir les tests que vous avez à faire. Voilà. Est-ce que il y a un coût à faire ça? Les cartes qui diminuent la difficulté, il faut les piocher, il faut les jouer, il faut les payer. Et l'avantage, c'est de diminuer la difficulté. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. Voilà. Donc je reprends, oui. Ce que je disais, arme improvisée. Événement de niveau 0 qui coûte 1, trait tactique et improvisé. Vous avez le droit de jouer l'arme improvisée depuis votre pile de défausse. Si vous le faites, mélangez-la dans votre deck après avoir résolu ses effets. Combattre. L'ennemi attaqué perd 1 de combat pour cette attaque. Si vous avez joué l'arme improvisée depuis votre pile de défausse, cette attaque inflige plus 1 dégât. Donc c'est un événement de combat qui, tout le temps, qui, quand on l'utilise, permet de diminuer la valeur de combat de l'ennemi. Donc voilà, c'est bien de la diminution de difficulté. Et en plus, comme les autres cartes qui ont comme les autres événements qui ont le trait improvisé, vous avez un bonus si vous la jouez depuis votre défausse, à savoir que vous infligez un 2e dégât. Si vous la jouez depuis votre main, en cas de réussite de votre attaque, vous n'infligez qu'un seul dégât. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais si vous mettez cette carte-là dans votre deck, vous avez tout intérêt à avoir une solution pour la défausser avant de la jouer. Idéalement, cette carte-là, vous ne la jouez que depuis votre défausse. Et quand vous la piochez, dès que possible, vous la défaussez. Barrière improvisée, même cycle, même concept global, même coût, même niveau, même trait. Pareil, ça peut jouer depuis la défausse. Échappé à, l'ennemi choisi perd 1 d'évasion pour cette tentative d'évasion. Si vous avez joué la barrière improvisée depuis votre pile de défausse, vous avez le droit d'échapper à un ennemi supplémentaire ayant une valeur d'évasion de X ou moins et situé dans le même lieu. X est le nombre de points de réussite. Donc, pareil, vous simplifiez votre évasion et si vous jouez cette carte-là depuis la défausse, vous pouvez échapper à 2 ennemis d'un coup. Par contre, il faudra... déjà, vous n'avez pas forcément besoin d'échapper à 2 ennemis d'un coup, et il faudra avoir le bon degré de réussite. Je vérifie un truc, j'espère que j'ai pas oublié. Ah oui, encore une fois, j'ai pas mentionné la liste des cartes, bon tant pis. Carte suivante dans gestion des ennemis, facilité d'apprentissage. Et ça, paradoxalement, c'est la base de la diminution de difficulté, mais c'était déjà sorti il y a un moment, en 2019. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais la diminution de difficulté c'était faisable déjà depuis un moment. Moi je le fais, je l'ai mentionné plein de fois, les decks diminution de difficulté pour les decks Wendy Adams, diminution de difficulté. Mais
cet archétype a été creusé, amélioré par ce cycle. Donc facilité d'apprentissage, soutien de niveau 4, qui n'a pas de coût, trait, état, c'est impermanent. Avant ou pendant votre première action de chacun de vos tours, la difficulté de chaque test que vous effectuez augmente de 1. Pendant ou après votre troisième action de chacun de vos tours, la difficulté de chaque test que vous effectuez diminue de 1. Alors, point très important, que moi je n'avais pas compris la première fois que j'ai joué cette carte-là, les modifications de difficulté, c'est uniquement pendant votre tour. Phase du mythe, la difficulté n'est pas augmentée. Cette carte-là, qu'on peut avoir en double, elle vous rend plus compliqué la première action, s'il y a un test à faire, mais plus simple toutes les actions à partir de la troisième. Dans le cas du combat, alors si vous voulez combattre ou échapper à un ennemi, a priori vous êtes engagé avec lui. Donc là pour le coup vous pouvez pas vous dire avec ma première action je vais faire un truc qui n'implique pas de test comme piocher une carte. Si vous êtes engagé avec un ennemi, vous pouvez vous prendre une attaque d'opportunité. Donc la première action qui est plus difficile, ça sera peut-être de faire une attaque en sachant qu'elle va échouer. Attention si l'ennemi a riposte. Si l'ennemi a riposte, vous avez tout intérêt à plutôt tenter une évasion. Et s'il a alerte, et que vous voulez finir par lui échapper, vous avez intérêt à tenter une attaque. S'il a alerte et riposte, là c'est gênant, mais c'est quand même pas si fréquent. Donc certes, la première attaque de votre tour va être plus compliquée, première attaque ou évasion, mais à partir de votre troisième action, ça va être plus simple et ça se combine. Donc, première copie de facilité d'apprentissage, vous avez un -1, deuxième copie, vous avez un deuxième -1, derrière ça, arme improvisée ou barrière improvisée, et vous faites un test avec une difficulté de -3. Et d'ailleurs, la première action qui est plus dure, ça peut être l'action que vous utilisez pour jouer arme improvisée ou barrière improvisée, et le mettre dans la défausse si vous n'avez pas d'autre solution pour défausser la carte. Mais ça serait dommage. En tout cas, voilà, facilité d'apprentissage, ça se cumule avec le reste pour diminuer encore plus la difficulté. Et bien évidemment, plus vous avez d'actions pendant votre tour, plus vous bénéficiez de la diminution de difficulté, et moins l'augmentation de difficulté n'a d'impact. Ça, pareil, on en reparlera quand on parlera des meilleurs investigateurs pour jouer cet archétype. Ah non, il faut que je reste là pour avoir les améliorations. Donc, on passe aux cartes qu'il y a dans ce cycle, et donc il y en a 5. Donc j'ai cité 3 cartes qui existaient avant le cycle, je vais en citer 5 qui viennent de ce cycle. Piège rudimentaire, un événement, alors niveau variable, vu que c'est une carte personnalisable, coût 1, trait improvisé et piège, personnalisable, utilisation 2 fois, s'il n'y a pas de fois sur le piège rudimentaire, défaussez-le, attachez cette carte à votre lieu, chaque ennemi non élite dans le lieu attaché perd 1 de combat et 1 d'évasion, forcé, à la fin du round, retirez une fois du piège rudimentaire. Donc, malus en combat et en évasion pour tous les ennemis dans votre lieu, mais comme il n'y a que 2 marqueurs et que vous retirez un marqueur à la fin de chaque round, vous le jouez pendant votre tour, ça c'est valable pendant ce round, puis vous retirez une utilisation, round suivant, vous retirez la deuxième utilisation et vous le défaussez. Donc pendant 2 rounds, tous les ennemis sont plus simples à gérer dans votre lieu. Encore une fois, ça se combine. Donc si vous avez 2 copies de facilité d'apprentissage et qu'avec votre 3e, 4e, 5e action, vous utilisez arme improvisée, vous faites une attaque contre un ennemi qui a -4 de valeur de combat. Et les personnalisations, minuteur perfectionné, la carte reste, le piège reste en jeu plus longtemps, ou moins longtemps. Fil déclencheur, vous ne retirez les marqueurs que si un ennemi.
que s'il y a un ennemi dans le lieu à la fin du round. Donc, pareil, ça prolonge l'utilisation. Simplifier, ça vous permet de le jouer en évitant l'attaque d'opportunité. Vénéneux, en plus de la diminution de difficulté passive, ça inflige des dégâts. Installation déportée, vous pouvez le jouer dans un lieu connexe. Ouais, bon. Je me souviens plus comment j'avais analysé ça dans ma vidéo de déballage. Filet, les ennemis ne peuvent pas se déplacer ou effectuer d'attaques d'opportunité. Par exemple, ça va vous servir, ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que la première action, si on joue facilité d'apprentissage, la première action, faut pas faire de test et faire autre chose. Grâce à filet, il y a un ennemi dans votre lieu. Première action, vous dites par exemple, tiens, je joue la hache d'incendie. Ça ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Deuxième action, j'attaque avec la hache d'incendie. Troisième action, et je bénéficie du -1 de combat. Troisième action, j'attaque avec la hache d'incendie. -1 de combat, -1 et encore -1. Voilà, difficulté totale, diminution totale de difficulté de -3. Et engin explosif, tant que le piège est en jeu, c'est plus simple de gérer l'ennemi, et quand le piège est défaussé, des dégâts à tous les ennemis et tous les investigateurs dans le lieu, pour achever les ennemis. Discernement, une compétence de niveau 1, qui n'a pas d'icône, trait inné. Ah, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, cette carte-là n'est pas dans ce cycle. Donc trait inné, un max attribué par test de compétence, vous avez le droit d'attribuer discernement à n'importe quel type de test, tant que discernement est attribué à un test de compétence, diminuez de 2 la difficulté de ce test. Donc vous ne boostez pas votre valeur de compétence, mais vous diminuez la difficulté. Vous avez un certain écart entre votre valeur de compétence et la difficulté. Si vous attribuez courage inattendu, vous augmentez de 2 cet écart en votre faveur. Discernement, comme vous diminuez de 2 la difficulté du test, vous augmentez ce même écart de 2 en votre faveur. Sauf que c'est toujours mieux de diminuer la difficulté que d'augmenter sa valeur de compétence. Et ça peut permettre de ramener la difficulté à 0. La carte a le trait inné, donc bien évidemment on va mentionner Véritable Survivant. Un événement qui nous vient du cycle de Carcosa. Niveau 3, coup 3, trait esprit, renvoyez 3 cartes compétences innées de votre pile de défausse dans votre main. Donc vous utilisez une copie de discernement, puis la deuxième, puis vous jouez Véritable Survivant, vous reprenez les 2 copies dans votre main, ainsi qu'une copie de dégourdi. Vous utilisez les 2 copies de discernement, une autre compétence innée, vous jouez Véritable Survivant, puis vous attribuez dégourdi à un test, il faut qu'il soit réussi pour récupérer Véritable Survivant, etc. etc. Et tant que vous avez les ressources et les actions pour jouer Véritable Survivant, vous avez à répétition la diminution de difficulté du discernement. Et à noter, Véritable Survivant, donc ça coûte une action, voilà, on peut justement le jouer pendant la première action du tour où on ne veut pas faire de test pour ne pas s'offrir de l'augmentation de difficulté. Voilà. Je réfléchis. Je me dis que avec cette carte-là, on pourrait envisager un autre investigateur, je le mentionnerai tout à l'heure. Lampe torche de niveau 3. Un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait objet outil, utilisation 4 provisions. Réaction quand vous effectuez un test de compétence lorsque vous enquêtez ou tentez de vous échapper. Dépensez une provision, diminuez de 2 la difficulté de ce test. Voilà. Encore de la diminution de difficulté, de 2 d'un coup, c'est pas mal, et comme c'est une réaction, ça se combine avec n'importe quoi. Et c'est pour ça que moi, quand j'avais fait la vidéo de déballage qui mentionnait cette carte, je peste un petit peu. Voilà, ça se cumule avec n'importe quoi. Donc,
quand on voit tous les effets qui se cumulent, on a facilité d'apprentissage avec 2 copies, on diminue la difficulté des tests de 2. On va utiliser la barrière improvisée pour faire sa tentative d'évasion, donc on passe à -3. On peut attribuer discernement, on passe à -5. Et là on dit, j'utilise une provision de la lampe torche, voilà, je fais ma tentative d'évasion à -7 de difficulté. Tiens, tant que j'y pense, -7, il me semble que c'est tout pile la valeur d'évasion du gros affreux. Silas Bishop. Ah, j'ai une bonne mémoire, voilà, Silas Bishop, il a 7 d'évasion. Alors, et j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu un ennemi avec plus de 7. Je me trompe peut-être, mais voilà. Le fait que ça se cumule, c'est complètement dément. Et enfin, dernière carte, dernière carte pour ce qui concerne la gestion des ennemis. Exploiter une faiblesse, un événement de niveau 0 qui coûte 2 traits tactique et ruse. Rapide, à jouer avant de révéler un pion KO lors d'une attaque ou tentative d'évasion que vous effectuez et uniquement si la difficulté de ce test est actuellement de 0. Ce test réussit automatiquement. Au lieu d'appliquer les effets normaux de ce test, défaussez l'ennemi attaqué ou auquel vous échappez. S'il est élite, échappez-lui automatiquement et infligez-lui 3 dégâts à la place. Donc, on a mentionné des cartes qui diminuent la difficulté des tests, dont certaines peuvent se cumuler. Et si vous arrivez à diminuer la difficulté du test à 0, que ce soit pour une attaque ou une évasion, vous avez, en payant 2 ressources, une réussite automatique. Pour un ennemi non élite, vous le défaussez, ce qui peut être intéressant pour les ennemis qui ont vengeance dans le cycle de la civilisation oubliée. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y a d'autres cas où on tient à ce que l'ennemi soit défaussé par un effet de carte joueur, je vois pas. Et même s'il est élite, on lui échappe, et on lui inflige automatiquement 3 dégâts. Et d'ailleurs, je vais ressortir. Je vais ressortir l'exemple de Silas Bishop pour montrer l'intérêt de cette carte. Donc, si vous attaquez ou tentez d'échapper à un ennemi non élite, vous allez tester ce qui est le plus facile, ce qui est la difficulté la plus basse, pour que ça soit plus facile de baisser la difficulté à 0. S'il est non élite, vous dites, voilà, je le défausse. Je pense par exemple, je vais pas montrer tous les exemples, mais l'amas de sphère, si ma mémoire est bonne, l'amas de sphère a une valeur de combat de 1, mais 6 points de vie, et une petite règle super chiante qui fait qu'on veut pas trop l'attaquer, enfin pas l'attaquer avec des armes de mêlée, vous l'attaquez, vous diminuez la difficulté du test de 1, la difficulté de l'attaque est passée à 0, exploitez une faiblesse, voilà, il est défaussé, ça vous a pris seulement une action, alors qu'il a 6 points de vie. Et dans le cas d'un ennemi élite, vous allez pareil choisir ce qui est le plus simple entre l'attaque et l'évasion, vous diminuez la difficulté à 0, et vous avez à la fois l'évasion et les dégâts. Je ressors Silas Bishop, il a 7 en évasion, mais seulement 3 en combat. Donc, troisième action de votre tour, vous utilisez arme improvisée, vous bénéficiez de facilité d'apprentissage, et ben voilà. La difficulté du test tombe à 0, exploitez une faiblesse, vous lui échappez, vous lui infligez 3 dégâts. Si vous jouez en solo, c'est-à-dire que vous lui avez infligé la moitié des dégâts. Si vous êtes en duo, c'est un quart des dégâts nécessaires. Bon. Mais dans ce cas très spécifique, voilà, vous pouvez rester dans votre lieu sans vous soucier de Silas Bishop. Alors, on va passer maintenant au gain d'indices, et ce coup-ci je vais lister les cartes. Lanterne, fer avec les mains du bord, vieux porte-clés, facilité d'apprentissage, discernement plus véritable survivant, lampe torche, oui, peu importe laquelle, et faire la lumière. Alors je vais vérifier que les onglets sont bien chargés.
Voilà. On commence par lanterne, qui nous vient du cycle de Carcosa. Un soutien de niveau 0, qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait, objet, outil. Action enquêter, votre lieu perd 1 de valeur occulte pour cette enquête. Action défausser la lanterne, infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu, cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Faut que je mentionne un truc. Bref, donc la lanterne, elle vous permet de diminuer la valeur occulte de 1 de vos enquêtes. Ben voilà, c'est aussi simple que ça, et elle n'a pas de provision, donc vous pouvez l'utiliser à chacun de vos tests. Voilà, donc si vous l'utilisez à votre première action, ben vous avez le plus 2 des 2 copies de facilité d'apprentissage, le moins 1 de la lanterne, vous avez quand même globalement une augmentation de la difficulté de 1. Deuxième action, une diminution globale de la difficulté de 1, à partir de la troisième action, une diminution globale de la difficulté de 3. Et je mentionne souvent que quand même 3 c'est la difficulté à laquelle il faut s'attendre. Donc avec cette carte-là et vos 2 permanents, alors je serai incapable de donner un pourcentage, mais dans beaucoup de lieux, vous avez ramené la difficulté de l'enquête à 0. Et à noter, la deuxième action, la défausser pour faire un dégât à un ennemi, sans se prendre d'attaque d'opportunité, et ben si vous êtes engagé avec un ennemi qui a riposte, le pas d'attaque d'opportunité, ça vous intéresse. Vous utilisez ça, j'aurais dû le mentionner tout à l'heure, vous utilisez ça, vous blessez l'ennemi, maintenant vous êtes à votre deuxième action, vous avez une difficulté normale, vous faites une attaque, troisième action, difficulté diminuée, vous faites difficulté diminuée pour votre attaque. Deuxième carte, faire avec les moyens du bord. L'événement similaire à arme improvisée et barrière improvisée. Là, ce que ça fait, c'est que le lieu perd 1 de valeur occulte, et si en plus vous avez joué la carte depuis votre défausse, vous avez un deuxième indice. Encore une fois, ça se cumule, donc à partir de la troisième action, c'est une enquête à difficulté -3, et un indice bonus en cas de réussite. Et comme pour les autres événements, on a intérêt à ne jouer cette carte-là que depuis sa défausse. Le vieux porte-clés. La version de niveau 0 vient du pack de Stella Clark. C'est un soutien qui coûte 1, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objet et outil. Utilisation de clés. S'il n'y a pas de clé sur le vieux porte-clés, défaussez-le. Action enquêter. Votre lieu perd 2 de valeur occulte pour cette enquête. En cas de réussite, retirez une clé du vieux porte-clés. Et je vais mentionner dans la foulée la version de niveau 3 qui est dans ce pack. Même coup, une clé en plus. L'enquête, en plus, si on a diminué la difficulté du test à 0, on a un indice bonus. Alors le vieux porte-clés, il a la même diminution de difficulté que la lampe torche, ce qui est très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne retire les clés que si on réussit ses enquêtes. Et par rapport à la lampe torche, ça veut dire par exemple qu'on peut essayer de faire une enquête avec la première action de son tour. L'augmentation de difficulté des 2 copies de facilité d'apprentissage et la diminution de difficulté du vieux porte-clés ou de la lampe torche fait qu'on est sur une absence de changement global, plus 2, -2, bon, on est à valeur occulte. Mais si on utilise la lampe torche et qu'on se rate, on a perdu une utilisation de la lampe torche. Si on utilise le vieux porte-clés et qu'on se rate, on n'a dépensé aucune clé. Donc voilà, éventuellement, si vous avez les 2 en jeu, première action, vous utilisez le vieux porte-clés, si vous êtes chanceux, l'action réussit. Deuxième action, là vous pouvez utiliser ce que vous voulez, parce que ça a le même effet. Et si vous avez le vieux porte-clés de niveau 3, vous allez peut-être attendre pour l'utiliser d'être à la troisième action de votre tour, parce que là, encore une fois, entre vieux porte-clés et facilité d'apprentissage, vous pouvez baisser la difficulté à -4, atteindre le 0 et avoir 2 indices par enquête réussis. Facilité d'apprentissage, même chose que tout à l'heure, hein.
Et spécifiquement par rapport à l'enquête, pendant la première action de votre tour, si vous apprêtez à enquêter, a priori c'est que vous n'êtes pas engagé avec un ennemi, donc il n'y a pas à se soucier d'attaque d'opportunité. Et la première action de votre tour, vous allez jouer vos outils d'enquête, ou jouer des effets qui vous donnent des indices sans test, ou vous déplacer vers un nouveau lieu si dans votre lieu il n'y a plus d'indices. Voilà. Carte suivante, discernement, vous diminuez la difficulté de 2, en plus des autres effets. Voilà, il n'y a rien de plus à dire que par rapport à la gestion d'ennemis. Véritable survivant, pareil. Lampe torche, c'est lampe torche, vous diminuez de 2 la valeur occulte. Ça se cumule avec facilité d'apprentissage. Par contre, on dépense la provision avant de savoir si on va réussir ou pas. Et tant que j'y suis, une carte que je vais mentionner rapidement parce que c'est pas à proprement parler lié à la diminution de difficulté, mais récup de niveau 0 ou de niveau 2. Vous avez dans votre deck lampe torche et vieux porte-clés qui diminuent la difficulté des enquêtes de 2 et qui ont un nombre limité d'utilisation. Vous avez également lanterne qui diminue de 1 la difficulté et qui n'a pas d'utilisation. Donc certains de vos soutiens vont se défausser tout seuls, vieux porte-clés, d'autres vous allez les défausser en jouant dans le remplacement une autre carte, la lampe torche, qui ne se défausse pas automatiquement, et il est possible que vous vouliez les récupérer. Et comme vous diminuez la difficulté des tests d'enquête, vous augmentez vos chances de réussir de 2 et donc de faire fonctionner récup. Voilà. Et maintenant, faire la lumière, la dernière carte, la carte qui joue sur la difficulté de 0. Un événement niveau 0 qui coûte 2, trait, perspicacité et ruse, rapide à jouer avant de révéler un pion KO lors d'une enquête que vous effectuez et uniquement si la difficulté de ce test est actuellement de 0. Ce test réussit automatiquement, vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu et un indice supplémentaire dans n'importe quel lieu. Descendre la difficulté à 0, facilité d'apprentissage, discernement, lampe torche, vieux porte-clés. On va voir rapidement le cumul. Voilà, facilité d'apprentissage, moins 2. Vieux porte-clés, moins 4. Discernement, moins 6. J'avais oublié de le mentionner, mais lampe torche de niveau 3, comme pour l'évasion, ça se cumule, donc on est à moins 8. Voilà. On peut diminuer au total la difficulté de 8 lors d'une enquête. On atteint donc une difficulté de 0. On dit, voilà, je joue faire la lumière. C'est réussi automatiquement. J'ai un indice supplémentaire dans mon lieu et un indice supplémentaire dans n'importe quel lieu. Donc un total de 2 indices supplémentaires. À noter, il n'y a pas marqué dans n'importe quel autre lieu, donc ça peut être 2 indices supplémentaires dans votre lieu. Le vieux porte-clés de niveau 3, si la difficulté est de 0, un indice supplémentaire. Donc quand vous cumulez vieux porte-clés de niveau 3 et faire la lumière, et que vous avez diminué la difficulté à 0 bien sûr, vous avez un total de 4 indices en une seule action. 3 qui sont forcément dans votre lieu et un 4e qui est dans n'importe quel lieu. Je l'ai testé dans un deck, et c'est extrêmement efficace. Encore une fois, je rappelle que dans Arkham, ce qui fait gagner les campagnes, c'est de trouver les indices et de les dépenser pour faire avancer l'acte. Gérer les ennemis, schématiquement, ça sert uniquement à ne pas mourir en enquêtant. Voilà. Donc c'est une carte extrêmement efficace. On est chez les survivants. La classe de la récursion, cette carte est de niveau 2. On a une carte de récursion spécifiquement ciblée sur les cartes de niveau 0.
Donc vous faites un deck enquête, un deck spécialisé en enquête, ou même pas forcément, vous faites un deck qui fait de la diminution. Bon, donc avant le plantage, je disais faire la lumière. À partir du moment où dans votre deck, vous avez une carte qui diminue la difficulté des tests, que ça soit des tests d'enquête, que ça soit lampe torche, vieux porte-clés, faire avec les moyens du bord, ou si vous avez à plus forte raison, si vous jouez l'archétype diminution de difficulté, vous mettez faire la lumière. Si vous jouez l'archétype, vous en mettez 2 copies, et si vous jouez pas spécialement l'archétype, peut-être qu'une seule copie. Mais en tout cas, vraiment, je trouve la carte extrêmement intéressante. Et donc, pour finir, les investigateurs de choix. Alors j'en ai noté 3, et ensuite, je discuterai un 4e potentiel, mais voilà. Alors, premier cas, Wendy Adams. Elle maximise l'effet de facilité d'apprentissage et elle a de la défausse incluse. Wendy Adams, elle a accès aux cartes survivants et aux cartes truands jusqu'au niveau 2. Et les truands ont accès à des cartes qui donnent des actions bonus. Donc Wendy Adams a accès à des cartes qui donnent des actions bonus. Et elle va avoir plus d'actions à difficulté -2 grâce à ces 2 copies de facilité d'apprentissage. Moi, dans les decks diminution de difficulté que je fais pour Wendy, tout simplement je mets 2 copies de Léo DeLuca, 2 copies de Hat. Ça veut dire que si j'arrive bien à combiner mes actions, alors bien à combiner mes actions, je veux dire que Hat se déclenche si on fait 2 fois de suite la même action, et j'ai un total de 5 actions pendant mon tour, avec des modifications de difficulté respectives de +2, 0, -2, -2 et -2. Et donc voilà, encore plus de chance, encore plus d'actions avec des difficultés quasi nulles, voire nulles, encore plus de chance de déclencher, exploiter une faiblesse ou faire la lumière. Deuxième chose, comme je l'ai mentionné, ces 3 événements, arme improvisée, barrière improvisée et faire avec les mains du bord, idéalement on veut les jouer uniquement depuis la défausse. Et Wendy Adams, c'est là sa réaction. Quand vous révélez un pion KO, choisissez et défaussez une carte de votre main, annulez ce pion et remettez-le dans la réserve du KO. Révélez un nouveau pion KO, limite d'une fois par test ou capacité. Les meilleures cartes à utiliser pour ça, ce sont les 3 événements improvisés. Comme ça, vous les piochez. Première fois que vous voulez remplacer un pion par un autre, soit pour passer de l'échec du test à la réussite, soit pour passer d'une réussite de -2 à une réussite de 2 pour déclencher récup, vous défaussez, mettons, parce que moi je la joue souvent en enquête, vous défaussez faire avec les mains du bord. Et maintenant, c'est utilisable à plein potentiel dans votre défausse. Et voilà, vous pouvez par exemple dire, première action de mon tour, je fais une enquête, difficulté c'est la difficulté de valeur occulte +2, sans surprise je rate mon test, je défausse faire avec les mains du bord, je remplace le pion du chaos, peut-être que vous réussissez d'ailleurs, peu probable, mais peut-être. En tout cas, maintenant, faire avec les mains du bord est dans votre défausse. Deuxième action, vous allez enquêter avec vieux porte-clés à valeur occulte -2. Troisième action, vous enquêtez avec faire les moyens du bord à valeur occulte -3. Wendy Adams était déjà géniale en diminution de difficulté avant ce cycle, et maintenant elle est encore meilleure. Deuxième, Ashcan Pit pour la défausse incluse. Ashcan Pit y joue beaucoup sur l'utilisation de Duke, et en action rapide on peut défausser une carte de sa main pour redresser un soutien qu'on contrôle, souvent Duke. Donc voilà, tout simplement, on fait une action avec Duke, soit d'enquête, soit de combat. Alors, si c'est la première action du tour, il y a des risques qu'elle soit ratée
à cause de l'augmentation de difficulté. Toujours est-il que on défausse une carte, on redresse Duke, on retente. Et troisième action du tour, maintenant on ne peut plus utiliser Duke, parce qu'on l'a incliné et redressé, et on joue l'événement de sa défausse pour faire une action, enquête ou combat, à difficulté -3. Le troisième, c'est bien évidemment Darrell Simons, vu que la mécanique est incluse. Donc son effet, action rapide, lors d'un test de compétence dans votre lieu, dépensez une preuve d'un soutien que vous contrôlez, diminuez de 2 la difficulté de ce test, limite d'une fois par test. Il faut des preuves et... Ah, ça n'avait pas chargé. Et il a ces 4 soutiens-là qui peuvent recevoir des preuves, qui sont ensuite dépensés par l'effet de Darrell Simons. Voilà, donc il a potentiellement à chaque test, s'il gagne l'épreuve assez rapidement, bon dans la pratique ça sera jamais aussi fréquent, mais il peut diminuer de 2 la difficulté de n'importe quel test, au passage pas que les siens, n'importe quel test fait dans son lieu. Et voilà, ça se cumule, hein. Tout à l'heure je disais pour les enquêtes, vieux porte-clés, c'est une diminution de 2. On ajoute lampe torche, diminution de 2, discernement, facilité d'apprentissage, la preuve dépensée par Darrell Simons, il peut cumuler 5 effets qui diminuent de 2 la difficulté d'un test. Imaginons il y a eu un développeur sadique qui a mis un lieu à difficulté à valeur occulte 10, et Darrell Simons il dit j'enquête, je ramène la difficulté à 0, je joue faire la lumière, je prends les 4 indices du lieu. Voilà. Et alors il y en a, donc ces 3-là sont les principaux. Il y en a d'autres où on peut argumenter on peut argumenter qu'il y a des choses à aller chercher, mais c'est moins évident. Et je vais mentionner notamment Silas Marsh, j'y pensais tout à l'heure, parce que Silas Marsh, il joue beaucoup sur les compétences, il a accès à toutes les compétences innées jusqu'au niveau 2, parmi les compétences innées, il y a discernement, qui diminue de 2 la difficulté des tests. Il y a véritable survivant que peut jouer Silas Marsh qui récupère les compétences innées de la défausse pour les remettre dans la main. Et Silas Marsh a ses soutiens, voilà, le harpon du changement, mais c'est la même chose pour son filet. Quand on attribue des cartes de compétences au test effectué avec le soutien, on a un bonus, et à la fin du test, après l'avoir résolu, après avoir bénéficié des effets du test et des effets des compétences, on peut renvoyer le soutien, harpon ou filet, dans la main, et renvoyer également toutes les compétences attribuées. Donc, si vous faites un deck Silas Marsh, diminution de difficulté, vous allez avoir de la récursion de discernement. Première action de votre tour, vous attaquez l'ennemi avec votre harpon, sans attribuer de carte compétence. À cause de l'augmentation de difficulté, peu de chances de réussir l'attaque. Deuxième action de votre tour, vous attaquez avec le harpon. Vous avez la possibilité d'attribuer des compétences pour gagner le dégât additionnel. Si vous réussissez l'attaque, vous faites donc 2 dégâts. Troisième action, vous attaquez avec le harpon du changement. Que je dise pas de bêtises, vous attribuez une copie de discernement. Je la retrouve, voilà, vous attribuez une copie de discernement, c'est la limite. Vous diminuez donc la difficulté de votre attaque de 2. Vous avez les 2 copies de facilité d'apprentissage pour diminuer la difficulté de l'attaque à 4 au total. Et qu'est-ce que j'allais dire, si ça vous ramène à une difficulté de
0, vous jouez exploiter une faiblesse. Je crois que c'est cette. Voilà, vous jouez exploiter une faiblesse, vous dites, bon ben, réussite automatique. Vous pouvez défausser l'ennemi. Mais bon, à ce stade-là, ça serait bête vu que vous lui avez déjà fait des dégâts. Mais même si l'ennemi est élite, voilà, 3 dégâts automatiques et évasion. Donc, votre deuxième action réussie, vous lui avez fait 2 dégâts. Maintenant, vous lui faites 3 dégâts de plus, ça fait un total de 5 dégâts. Vous lui avez échappé. Et si en plus de ça, et maintenant, vous renvoyez le harpon du changement dans votre main, ce qui vous permet de ramener dans votre main discernement, que vous pourrez réattribuer plus tard. Et, sans entrer dans les détails de la façon de jouer Silas marche, si vous aviez en plus attribué présence d'esprit, vu que vous avez réussi automatiquement, avant de piocher le pion du chaos, ça veut dire que votre taux de réussite, c'est votre valeur de compétence modifiée, vu qu'on compare sa valeur de compétence à la difficulté qui a été ramenée à 0. Donc vous avez réussi de 2, forcément. Donc vous avez déclenché présence d'esprit. Vous avez gagné une action que vous allez utiliser pour rejouer harpon du changement. Comme ça, si l'ennemi élite n'est toujours pas vaincu malgré les 5 dégâts, prochain tour, vous pouvez faire la même chose. Voilà. Bon, je n'ai jamais joué Silas comme ça, mais ça s'envisage. Bon, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pardon. Donc, toutes les vidéos prévues. Intro du cycle, ça a été fait, les 6 investigateurs faits, les cartes joueurs, les 5 styles de deck, voilà. Donc cette vidéo, là, a priori, elle sera diffusée le 24 mars, donc j'ai un mois de retard. Les 6 exemples de deck, normalement, ça sera diffusé la semaine du 27, donc du 27 mars au 1er avril. Voilà, et après ça, normalement, vendredi prochain, je récupère une commande que j'avais faite, dans laquelle il y a les packs de Marvel Champions pour Gambit et Rogue, c'est-à-dire que dans une semaine, sauf changement de date de livraison, j'ai tout le cycle X-Men de Marvel Champions, et il sera donc temps de... Alors, que je me plante pas. Donc, je reçois ça le 24-25 mars. Le 25 et le 26, je pourrai découvrir la campagne. Bon, comme on parle de Marvel Champions, j'ai le temps de faire quelques parties en soirée, en semaine. Donc la semaine du 27, en parallèle, enfin, quand vous verrez sortir les vidéos sur les decks, moi pendant ce temps-là, je testerai les héros X-Men, et du coup, a priori, la semaine du 3, déballage de Colossus, la semaine du 10, Shadowcat, donc la semaine du 3, pas Cyclope, Colossus, la semaine du 10, Shadowcat, la semaine du 17, Cyclope, le 24, Phoenix, la semaine du 1er mai, Wolverine, semaine du 8 mai, Tornade, semaine du 15 mai, Gambit, semaine du 22 mai, Rogue. Donc à ce stade-là, j'aurais fait 2 mois de Marvel Champions. Enfin, 2 mois de diffusion de contenu sur Marvel Champions. En parallèle, j'aurais enregistré quelques vidéos de parties. Et donc, je les diffuserai. Et toujours pareil, il y a un petit décalage. Pendant la diffusion du contenu sur Marvel Champions, je filmerai, parce que ça fait longtemps, je filmerai une campagne pour Horror Arkham, le JCE, je sais pas encore laquelle, je sais pas encore avec quel deck,
Et puis voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, notamment pour dire si vous avez déjà fait des decks qui tournent autour de facilité d'apprentissage avec quelqu'un d'autre qu'avec Wendy, parce que je trouve que c'est vraiment chez Wendy sur le papier que c'est le plus efficace. N'hésitez pas aussi à dire si s'il y a d'autres archétypes qui vous intéressent particulièrement. Donc j'ai déjà mentionné truand friqué, deck main pleine, il me semble que j'en avais cité d'autres. Bon, là je me disais, il y a aussi l'archétype... mince, je l'ai déjà oublié, l'archétype enquête à distance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Éventuellement réussite par X ou plus, chez les truands. Voilà, il n'y a rien d'autre qui me vient. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de deck. Alors, je vais en faire sur ce cycle, mais si ça vous intéresse sur des investigateurs sortis plus tôt, n'hésitez pas à demander. Et puis voilà, donc d'ici la prochaine vidéo, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.